Bonjour, Bonjour. nous sommes avec M. Tite Gatabazi, rédacteur français à IDIHE et analyste politique de la sous-région. Nous assistons récemment à des attaques vers le Rwanda du Congo. Ils disent que le Rwanda finance des groupes terroristes en Congo. Ils disent que le M23 ressurgit. Ils disent qu'il y a beaucoup de conflits entre le Rwanda et le Congo, et même dans le Congo lui-même. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais il se passe que on a depuis novembre de l'année dernière, le M23 a refait surface en attaquant le Congo à partir de Bunagana. Bunagana qui est la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Cela est dû à quoi? Le M23, qui est un mouvement rebelle à l'est de la République du Congo, qui défend les droits des rwandophones congolais de l'est du Congo, a été défait en 2013. Et ils se sont réfugiés en prenant deux directions. Il y a un groupe qui est venu au Rwanda, il y a un autre qui est parti en Ouganda. Il s'est fait que ceux qui sont venus au Rwanda ont été accueillis comme des réfugiés et traités comme tels. Ils ont été désarmés et ils ont été conduits dans un camp des réfugiés où ils sont sous le statut de Haut Commissariat des Nations Unies, où ils sont assistés comme tous les réfugiés. Seulement, ceux qui sont partis en Ouganda, on ne sait pas ce qui s'est passé avec eux et avec le gouvernement ougandais. Ça, c'était en 2013. Il s'est fait qu'ils ont signé des accords avec le gouvernement congolais pour les démobiliser, pour les réinsérer dans la société, tout ça. Le M23 accuse son gouvernement de ne pas respecter les accords. Et en novembre dernier, ils attaquent les positions des forces armées congolaises à partir de la frontière de l'Ouganda. Je dis ça pourquoi? Cette précision, elle est importante. Le groupe du M23, qui est accueilli en Ouganda, sort de l'Ouganda par la frontière entre le Congo et l'Ouganda, et soudainement, le Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23. Ça me paraît un peu paradoxal. Voilà. Alors, que le Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23, il y a deux éléments ou trois qu'on peut prendre. Le Rwanda n'était pas présent à la table des négociations entre le Congo et le M23. En acceptant d'aller négocier et signer des accords, le Congo reconnaissait les revendications de ce mouvement, qui est un mouvement congolais. Que ces gens proviennent de l'Ouganda et que le Congo accuse le Rwanda, je crois qu'il y a un hiatus que seuls les Congolais peuvent expliquer pourquoi ils accusent le Rwanda. Même récemment, ils ont fait des décisions contre le Rwanda. Par exemple, ils ont arrêté le mouvement de Rwanda dans le Congo. Ils ont fait beaucoup de choses. Quelles sont les conséquences de ce genre de jugement? Quelles sont les conséquences de ce genre de décision politiquement? Politiquement, ça devine que c'est un problème très sérieux. Le Congo décide de suspendre les vols de Rwanda sur Goma, Lubumbashi et Kinshasa. Ça, c'était des accords commerciaux. Le Congo décide de convoquer l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Ça, c'est dans les rouages de la diplomatie. Ça existe, ça se fait. Que l'ambassadeur soit convoqué au ministère des Affaires étrangères, ça c'est un classique dans la diplomatie. Mais la difficulté, c'est les accusations que le Congo porte sur le Rwanda. Dire que le Congo est en guerre avec le Rwanda, c'est méconnaître le problème
du M23 sur le territoire congolais. C'est faire diversion pour ne pas parler des problèmes que soulève le M23. Le M23 soulève quoi comme problème? Les populations rwandophones au Congo sont persécutées au titre de leur appartenance à un groupe tribal qui parle Kinyarwanda. Et cette histoire date des années 80. Donc c'est un serpent de mer qui existe dans la politique congolaise, qu'on connaît très bien à Kinshasa, qui a fait l'objet de plusieurs lois. Et il n'y a aucun gouvernement qui a jamais pris le taureau par le corne et dire on va régler le problème des rwandophones à l'est du Congo. Il n'est pas normal qu'un pays aussi vaste que le Congo, qui a 9 pays voisins, puisse chaque fois revenir et dire et les populations qui sont au Congo sont des étrangers. Traiter sa population d'étrangers, c'est déjà un problème. C'est un problème de droit, c'est un problème de citoyenneté, c'est un problème politique, c'est un problème sociologique. C'est tout ça. Et au Congo, quand vous êtes citoyen congolais d'expression rwandaise, eh bien, vous êtes citoyen de seconde zone où on vous refuse la citoyenneté congolaise. Et tout le nœud du problème, il est là. Cette affaire remonte au découpage territorial qu'il y a eu pendant la période de la colonisation. Donc, nous tous, nous n'y pouvons rien. Il s'est fait que, quand on fait le découpage territorial, il y a des populations qui sont transfrontalières, qui parlent la même langue. Vous en trouvez sur toute la côte congolaise avec les 9 pays voisins. Tout le monde a un cousin de l'autre côté de la frontière. Et les seuls qui posent problème, c'est nos cousins rwandophones qui sont à Massissi, à Rutshuru, à Calais et dans le Minembwe. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et après, je disais que c'était un serpent de mer. Parce que ça remonte à très loin. Lors de la conférence nationale, en 90, s'il vous plaît, on nous a sorti une théorie de nationalité douteuse qui ne concernait que les rwandophones. Pour des gens qui ont occupé des postes ministériels sous Mobutu, qui ont été gouverneurs, pour des militaires de carrière, pour des diplomates de carrière, pour ceux qui ont été chefs d'entreprise, pour ceux qui ont occupé de hautes fonctions dans le pays, c'était quand même offensant qu'on vous dise que vous n'êtes plus zaïrois. Et après ça, voilà, l'instrumentalisation a continué, on a matraqué l'opinion jusqu'à aujourd'hui. Vous avez eu le mouvement AFDL de Laurent Kabila, qui est né parce qu'on était en train de massacrer des rwandophones. Après AFDL, vous avez le RCD Goma, qui porte la même revendication. Il faut arrêter d'exterminer les populations rwandophones. On signe des accords avec le RCD, Hassan City. Toujours pas. Après le RCD, vous avez le CNDP de Laurent Nkunda et maintenant le M23. Tant que la République démocratique du Congo. Vous avez évoqué le problème qui persiste en RDC depuis 90, les massacres, tout cela. Vous avez dit qu'ils n'ont pas été résolus jusqu'à maintenant. Oui. Ma question est pourquoi? Pourquoi? De un, parce qu'en République démocratique du Congo, il y a la faillite de l'État. L'État n'assume plus son rôle comme État. Les institutions fonctionnent très mal, la corruption est endémique, il y a la paupérisation de la population, les fonctionnaires ne sont pas payés depuis... il y a
la démission de l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le fait que l'État a démissionné de ses fonctions régaliennes fait qu'il y a des petits politiciens véreux qui sont rentrés dans le jeu de l'instrumentalisation des tribus et qui ont développé un discours comme ça. Eux, c'est des étrangers, eux, ils ne sont pas de chez nous, eux, ils sont des usurpateurs, ils ont une nationalité douteuse. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, ils parlent Kinyarwanda. Parler Kinyarwanda, ça veut dire que c'est des Rwandais. Ce n'est même pas des ressortissants rwandais, c'est des Rwandais qui retournent chez eux. Et ça, quand tu as une population pauvre, quand tu as une population qui vit dans la misère, quand tu as une population qui est rackettée par l'armée et la police, elle est facilement manipulable. Et c'est ça qui a fait le terreau à la fois des manipulations et d'appel à la haine et de passage à l'acte. Voilà les deux grandes raisons pour moi qui font que, au jour d'aujourd'hui, un gouvernement congolais n'est pas capable de résoudre le problème d'insécurité qu'il y a à l'Est. Mais de ces groupes, de ces politiciens qui instrumentalisent les tribus, quel est le profit de cette instrumentalisation? Il y a un profit à court terme qui est le profit de se rendre le leader d'un groupe ethnique. Il y a le profit qu'il y en a qui passent par ce chemin pour devenir député, qui pour devenir ministre, qui pour devenir PDG d'une société étatique, tout ça pour aller piller. Il n'y en a pas un qui a été servir l'État comme on se met au service de l'État. Il n'y en a pas un seul qui a été dire moi je vais faire du service public. Je suis ministre de l'enseignement pour que les écoles marchent bien. Ils vont à ces postes-là pour accéder aux ressources et s'enrichir personnellement. C'est ça la corruption qu'il y a au Congo. C'est ça la concussion qu'il y a au Congo. Et tous les avatars de la corruption se retrouvent au Congo. Le bénéfice est celui-là. C'est des bénéfices individuels, mais étant donné que la population est dans la misère, on la manipule, on les monte les uns contre les autres, et après on vient se faire passer pour donner des leçons. Mais alors, quels sont les mécanismes, selon vous, de résolution durable de ce conflit qui risque d'éclater entre le pays ou déborder les frontières nationales? Ça risque de déborder. D'abord, ça a débordé. Les FRDC ont tiré des obus sur le territoire rwandais à 2 reprises. Le Rwanda était en droit de riposter. Le Rwanda a décidé de ne pas riposter. Ça, c'est un point important. Le Rwanda a décidé, le Rwanda a fait le choix de ne pas riposter. 2 militaires rwandais qui étaient en patrouille à la frontière ont été kidnappés. Même les Congolais le savent. Les Congolais le savent, et très bien. Le Rwanda a les moyens de suivre ces gens-là et de ramener ces militaires. Le Rwanda ne l'a pas fait. Je crois. Pourquoi? C'est vraiment pour donner la chance à la paix et pour refuser l'escalade. Il y a eu de la provocation, on a tiré sur nous, on vient d'enlever, de kidnapper 2 de nos militaires, mais il existe un mécanisme de vérification qui est conjoint. Nous allons faire appel à ce mécanisme qui va faire les procédures nécessaires et nous dire qui a tiré sur le Rwanda et pourquoi. Ils vont nous dire où sont nos militaires et comment ils vont les ramener au pays. Parce qu'ils n'étaient pas en guerre au Congo. Ils étaient en train de patrouiller sur la frontière comme ça existe dans tous les pays au monde. Ça, c'est le premier mécanisme. Mais le deuxième, il est dans la région. Il n'y a pas longtemps, et étant donné qu'il y a
une centaine de groupes armés à l'est du Congo, le gouvernement congolais et les groupes armés, en tout cas les délégués des groupes armés, se sont retrouvés à Nairobi pour négocier la paix. Les chefs d'État de la sous-région ont décidé de mettre en commun une force militaire, un contingent militaire, pour aller faire la chasse aux forces négatives à l'est du Congo, aux ADF, aux FDLR, et pacifier cette partie du Congo. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est ça aussi la grande question. Pourquoi ça ne marche pas? Le gouvernement congolais, comment on appelle ça pour rester poli, fait du valse. Ça veut dire un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas sur le côté, un autre pas sur le côté, mais on ne va pas avancer. Et en analysant bien, pourquoi on va à Nairobi, les chefs d'État décident qu'on va disponibiliser des militaires qui viennent vous aider à retrouver la paix chez vous et vous ne voulez pas. C'est quand même curieux ça. Pour des raisons internes à la politique nationale congolaise. Les élections sont dans une année. Quand on est candidat à sa propre succession, on présente un bilan. Il n'y a pas de bilan à présenter. On a instauré l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri depuis une année. L'état de siège n'a rien donné. Par contre, il a aggravé la situation de la population. On n'a pratiquement rien à se mettre sous la dent. Et comment peut-on aller en campagne électorale pour présenter le bilan des mandats? Les alliances au sein de la classe politique sont en train de bouger. On apprend que Katumbi s'est rabiboché avec Kabila. On apprend que Fayoulou pourrait se réconcilier avec... Et le président Tshisekedi prend peur, il panique. Et dans cette panique, il prend des décisions qui sont des décisions irrationnelles. Donc il ne peut pas se mettre dans la dynamique pour aller trouver la paix à l'est du Congo. Il est pris par le calendrier, il est pris par les changements d'alliance qu'il y a dans le pays, il est pris par l'échec, étant donné que son armée, c'est quand même, voilà, pas super. Et ça fait que quand on est pris dans une spirale comme celle-là, on ne prend pas des décisions stratégiques, on n'a pas, on perd les moyens pour ça. Ce qui fait que on n'a pas eu la force promise par les pays de la sous-région. Les Ougandais qui étaient venus pour combattre les ADF, ils ont pris bagage, ils sont repartis. Ça n'a pas donné grand-chose. Et pour une deuxième fois, le problème retourne au Congo. Pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème de l'insécurité et des guerres à l'est du Congo? C'est parce que le gouvernement congolais soit en est incapable, soit n'a pas intérêt à ce que ce problème soit résolu. La presse congolaise fait état des généraux, des officiers supérieurs qui vendent du matériel militaire à des groupes armés à l'est du Congo. Des rapports des organisations sérieuses indiquent qu'il y a des militaires qui sont à la fois militaires dans les forces armées congolaises et qui sont chefs de milices. La journée, vous êtes au camp militaire, et la nuit, vous êtes dans la forêt. Je ne sais pas comment ils arrivent à gérer tout ça. Et donc, des dynamiques internes au Congo empêchent la résolution du problème à l'est du pays. Il y a des massacres, il y a de la désolation, il y a des morts, il y a 134, ce matin on comptait, 134 groupes armés à l'est du Congo. Est-ce que tous ces gens
sont porteurs d'une idéologie? Est-ce que tous ces gens sont porteurs de revendications, que ce soit à caractère social, que ce soit à caractère... Ils n'en ont pas. Vous avez des sous-groupes comme ça, constitués à la fois par des militaires, à la fois par des officiels, à la fois par des chefs coutumiers, et qui font prospérer ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Ils exploitent les minéraux et après on va mettre ça sur le dos du Rwanda, qu'ils vont vendre en contrebande ici et là, et ils s'achètent des uniformes chez les militaires congolais, ils achètent des armes chez les militaires congolais. Ils ne vont pas très loin. Il faut le marcher avec le commandant qui est à côté. Et donc, pour résoudre le problème à l'est du Congo, qui concerne toute la région, il va falloir qu'on ait un gouvernement suffisamment responsable et qui prenne ses responsabilités. Au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas encore. Y aurait-il d'autres mobiles de friction entre les deux pays si ce problème venait à être évacué? La politique a ceci d'étrange. Hein. Elle est infidèle, elle est changeante comme la météo. Il peut y avoir d'autres problèmes qui naissent après, si jamais on évacue la question des accusations mensongères de soutien à des mouvements rebelles au Congo. Ça ne peut pas m'effrayer que deux pays soient en difficulté. Ce n'est pas terrible qu'il y ait des problèmes entre... Il y a toujours des canaux de communication, s'il y a de la volonté de part et d'autre, pour régler ce problème, qu'il soit à caractère économique. Il y a même parfois des contentieux de frontières. Des pays qui se disputent une partie du territoire et qui trouvent des mécanismes pour régler ce problème qui peut dater de longtemps. Il faut qu'il y ait de la volonté de part et d'autre. Il faut identifier bien le problème. Parce que quand on fait diversion, on ne gère pas bien le problème. Il faut l'identifier, il faut le nommer, et après, il faut le solutionner. Je crois que ça, on a eu des problèmes partout au monde, on a eu des guerres qui se sont arrêtées, et les gens ont fini par faire la paix. C'est possible que demain, il y ait de nouveaux problèmes, qu'il y ait des frictions, et c'est possible que ça soit réglé à l'amiable. Et parfois même sans que l'opinion ne soit mise au courant. Donc, oui, il y aura toujours des problèmes parce qu'on est voisins, mais oui, il y aura toujours des solutions si les deux parties veulent bien solutionner le problème qui est né, qu'il soit bien identifié et qu'on dise, voilà le problème qu'il y a, on a des mécanismes pour le résoudre. Quel que soit le niveau où il peut se trouver, on peut toujours trouver une solution. Donc, le problème du Congo doit être résolu par le Congo. Je crois que c'est le b.a.-ba des résolutions de conflits. Quand on a des problèmes dans son foyer, on ne va pas le projeter sur les voisins. Ça veut dire qu'on en a deux maintenant. Vous avez le problème dans votre foyer et vous le projetez sur le voisin. Ça veut dire que vous créez un problème avec le voisin. Le problème des Congolais rwandophones au Congo doit trouver la solution au Congo. Le problème qui peut naître parce que Rwandais aurait manqué à telles obligations, parce que telle convention n'a pas été respectée, ça peut être discuté entre les deux pays. Rwandais, c'est une compagnie rwandaise qui a des vols dans des villes congolaises et qui a manqué à telle obligation. On peut en discuter et on peut dialoguer et on peut trouver des réponses. On peut même suspendre les vols en attendant de trouver la solution. Mais on finit par trouver la solution. Mais encore faut-il identifier le problème. Voilà. Merci beaucoup, Tite C'est moi qui vous Gatabazi. remercie.